Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir les tableaux d'avancement qui vont donc nous permettre de suivre l'évolution des transformations chimiques et de voir en quelque sorte en quelle proportion les réactifs sont consommés et quelle est la quantité de matière de produits formés. Alors pour étudier ces fameux tableaux d'avancement, nous allons d'abord commencer par voir à quoi ils peuvent servir. Et nous ferons d'ailleurs une analogie assez simple avec la transformation d'ingrédients en burger pour bien visualiser quelles sont les informations que nous allons avoir dans un tableau d'avancement. Ensuite, nous verrons dans le détail comment remplir ces tableaux d'avancement qui contiendront donc 3 lignes correspondant à 3 états de la transformation. L'état initial, l'état intermédiaire et l'état final, où nous irons visualiser les résultats. Enfin, nous parlerons de l'avancement final XF, qui est à ne pas confondre avec l'avancement maximal Xmax, qui lui est obtenu dans le tableau d'avancement, mais qui reste une valeur théorique. Prenons une transformation chimique, et par exemple celle que nous avons déjà vue précédemment, entre le cuivre métallique et les ions argent contenus dans la solution de nitrate d'argent. Au cours de cette réaction, nous allons avoir la formation d'argent métallique ainsi que la formation d'ions cuivre 2, les ions qui vont venir donner une teinte bleutée à la solution. Et bien, au fur et à mesure que cette réaction s'effectue, les réactifs, le cuivre métallique et les ions argent, diminuent, tandis que les produits, l'argent métallique et les ions Cu2+, augmentent. Et le tableau d'avancement, c'est un outil très intéressant qui va nous permettre non seulement de suivre l'évolution de cette transformation, mais surtout de prévoir combien d'argent métallique va se former, et pour cela, combien est-ce qu'on aura consommé de cuivre métallique et d'ions argent. Et cela va donc se présenter comme un tableau. Nous mettrons au-dessus de celui-ci l'équation de transformation chimique, et nous ferons une colonne en dessous de chaque réactif et de chaque produit, pour noter en fait successivement quelles vont être les quantités de matière pour chacun d'entre eux. Nous remplirons alors 3 lignes. La première d'entre elles correspondra à l'état initial. Nous aurons donc une quantité initiale de réactifs que l'on connaîtra, qui sera forcément donnée dans l'énoncé de l'exercice, et une quantité de produit qui sera nulle, puisque la réaction, à cet instant, n'a pas encore débuté. Et à ce moment-là, puisque la réaction n'a pas encore débuté, on dira que l'avancement, que nous noterons X, il est nul. L'avancement, nous allons en reparler plus tard, mais c'est également une quantité de matière et c'est celle qui va nous permettre de suivre l'évolution de la transformation. Au départ de la transformation, X est donc égal à 0. Ensuite, l'avancement va prendre une certaine valeur pendant les états intermédiaires de la transformation, une valeur que l'on notera X pour rester générale. Et nous verrons plus tard comment remplir ce tableau en entier en mettant les bonnes quantités de matière aux bons endroits, mais pour l'instant, retenez juste que nous voulons remplir un tableau avec 3 lignes en notant les quantités de matière pour chaque élément à chaque étape, et lors de la dernière étape, lorsque la réaction s'arrête, on dit que notre système il est à l'état final. Et à ce moment-là, l'avancement il a atteint une valeur maximale que l'on notera donc X max. Prenons un exemple simple et imagé. Plutôt que de faire réagir 2 ions Ag+ avec un atome de cuivre, nous ferons ici réagir des ingrédients, à savoir 2 tranches de pain, un steak vegan et 3 tranches de fromage vegan. Et lorsque nous allons assembler tout ça, nous allons non pas produire des ions Cu2+ et un atome d'argent, mais un cheeseburger vegan avec 3 tranches de fromage. Alors bien sûr, à l'état initial, nous avons 0 cheeseburger, puisque nous n'avons pas encore commencé à cuisiner et que la transformation elle n'a pas démarré. Et à ce moment-là, nous savons également de combien d'ingrédients nous disposons. De même qu'en chimie, nous connaîtrons les quantités de matière des réactifs que nous ferons réagir. Et bien ici, dans notre cuisine, nous avons initialement 8 tranches de pain, 5 steaks vegan et 18 tranches de fromage vegan. Nous allons ici visualiser plusieurs étapes intermédiaires pour bien comprendre comment se remplit notre tableau. Lors de la première étape, nous allons avoir fait la recette une fois. L'avancement sera donc égal à 1 et nous aurons formé un seul cheeseburger. Puisque à chaque étape, nous formons un cheeseburger. Ceci est dû au fait que le coefficient devant notre produit, il vaut 1. D'ailleurs, l'avancement il peut être défini comme la quantité de produit formé si le nombre stoichiométrique de ce produit vaut 1. Et une autre définition possible de l'avancement, c'est de dire qu'il correspond à la quantité de réactifs consommés lorsque le coefficient devant le réactif vaut 1. C'est le cas pour notre steak vegan, puisque lorsque X vaut 1, nous avons bien consommé un steak.
Et par la même occasion, nous avons consommé 2 tranches de pain pour faire ce premier cheeseburger, il en restera donc 6. Nous avons également consommé 3 tranches de fromage vegan et il en restera à ce moment-là 15. Nous avons bien rempli notre première étape intermédiaire en montrant ce qui se passe lorsque x vaut 1. Avançons maintenant d'une étape, notre avancement x est à présent égal à 2. Nous avons à ce moment-là produit 2 cheeseburgers, puisque pour chaque transformation, nous produisons un cheeseburger. Nous avons également consommé 2 steaks, puisque pour chaque transformation, nous en consommons un. Et par ailleurs, pour produire ce second cheeseburger, nous avons consommé 2 tranches de pain supplémentaires, il en reste à ce moment-là 4, et 3 tranches de fromage de plus, il nous en reste 12. Avançons encore d'une étape pour produire un troisième cheeseburger. Nous avons de nouveau consommé 2 tranches de pain, il n'en reste plus que 2. Nous avons consommé également un steak, il en reste également 2. Et nous avons consommé 3 fromages supplémentaires, il nous en reste à ce moment-là 9. Et alors avec les chiffres assez simples que nous avons choisis intentionnellement, nous remarquerons que lors de la prochaine étape, pour former le quatrième burger, nous allons avoir consommé les 2 dernières tranches de pain. Et ce sera donc la dernière transformation que nous serons capables de faire au vu des quantités initiales. Nous dirons à ce moment-là que l'avancement est maximal et qu'il vaut 4. Nous venons de voir globalement ce que contenait un tableau d'avancement. Voyons à présent les résultats importants qu'on peut en tirer. À la dernière ligne, nous voyons par exemple que l'on peut connaître quel est le réactif limitant. C'est l'ingrédient qui va manquer en premier, donc celui parmi les réactifs dont la valeur sera tombée à 0 lors de l'état final. Et c'est pas tout, puisqu'à cette dernière étape, on peut également visualiser quelle va être la quantité de matière restante des autres réactifs, des réactifs en excès. Ou bien pour notre exemple, le nombre de steaks et de fromages vegan qui restent à la fin de la transformation. Donc c'est plutôt pratique. Et bien évidemment, le tableau d'avancement, il nous donne également la quantité de matière du ou des produits qui sont formés, ce qui est également essentiel. Donc pour reprendre notre exemple, on saura combien de cheeseburgers nous avons réussi à obtenir. Voilà un petit peu pourquoi on réalise les tableaux d'avancement et à quoi correspondent les chiffres qui sont à l'intérieur. Pour visualiser les résultats, nous devrons particulièrement regarder ce qui se passe à la dernière ligne. Nous avons vu pourquoi est-ce que nous réalisons des tableaux d'avancement. Maintenant, nous allons voir un peu comment les remplir, surtout lorsque les nombres ne sont pas aussi évidents que ça. Nous allons déjà reprendre cet exemple des cheeseburgers que nous venons de voir, puis nous verrons après comment ça marche avec une vraie réaction chimique, celle entre le cuivre et l'argent dont nous parlions au début de la leçon. Concernant les cheeseburgers, imaginons cette fois qu'on doit finalement en faire pour un événement et que pour l'occasion, dans notre cuisine, nous avons 216 tranches de pain, 107 steaks et 312 fromages vegan. Et alors cette fois-ci, on ne va pas s'amuser à remplir je ne sais combien de lignes pour trouver le premier ingrédient dont la quantité tomberait à 0. Non, on va plutôt faire un petit calcul pour trouver quelle est la valeur de X max et déterminer notre ingrédient qui est le réactif limitant. Mais pour remplir correctement un tableau d'avancement, il faut forcément remplir les 3 lignes. Donc avant de calculer X max et de déterminer le réactif limitant, on va déjà voir comment remplir la deuxième ligne, celle qui contient les états intermédiaires et où l'avancement il a finalement une valeur X. Nous allons donc écrire une formule qui conviendrait à n'importe quelle valeur de X. Et ce qu'on peut faire déjà, c'est de noter NI, les quantités que nous avons à l'état initial. Donc NIP pour la quantité initiale de pain, NIS pour la quantité initiale de steak et NIF pour la quantité initiale de fromage par exemple. Puis lorsque X vaut 1 par exemple, nous allons retirer 2 tranches pour le pain, on fait donc NIP moins 2. On va retirer un steak, on fera donc NIS moins 1. Et on retirera 3 fromages vegan, on fait donc NIF moins 3. Si X est égal à 2, on fait alors NIP moins 4 pour le pain, NIS moins 2 pour le steak et NIF moins 6 pour le fromage. Enfin, si X est égal à 3, on fait NIP moins 6 pour les tranches de pain, NIS moins 3 pour le steak et NIF moins 9 pour le fromage. Et en réalité, ce que l'on fait pour n'importe quelle valeur de X, c'est la quantité initiale de notre ingrédient ou de notre réactif moins X fois son nombre stoichiométrique. Donc moins 2X pour le pain, moins 1X pour le steak et moins 3X pour le fromage, puisque chaque transformation nécessite
3 tranches de fromage. Et dans notre cas, puisque nous produisons un seul cheeseburger à chaque étape, le nombre de cheeseburgers produits à l'étape X sera égal à X. Nous avons donc rempli la ligne du milieu qui correspond aux états intermédiaires de la transformation. Il nous reste à savoir ce qui va se passer à l'état final, quel va être le réactif limitant et ce qui va rester dans notre cuisine. Cette dernière ligne qui correspond à l'état final de la transformation, en soi, nous allons pouvoir la remplir de la même manière que la seconde ligne, en remplaçant simplement X par Xmax. Nous allons donc écrire NIP moins 2Xmax pour le pain, NIS moins Xmax pour le steak et NIF moins 3Xmax pour le fromage. Alors ça, c'est l'expression littérale du calcul. On va généralement faire une ligne un peu plus grosse où nous allons aussi pouvoir rajouter les résultats de ces calculs. Et ce que nous allons faire pour déterminer la valeur de Xmax, c'est que nous allons émettre des hypothèses. 3 hypothèses ici puisque nous avons 3 réactifs. La première hypothèse, c'est que le pain vient à manquer en premier. C'est lui notre réactif limitant. Et si c'est le cas, la quantité initiale de pain moins 2 fois Xmax, ça doit être égal à 0. Ce qui signifierait que Xmax vaut NIP divisé par 2. Donc 216 divisé par 2, cela nous donne 108. On pourrait donc faire 108 cheeseburgers si c'est bien le pain qui vient à manquer en premier. Deuxième hypothèse, ce sont les steaks qui viennent à manquer en premier. Dans ce cas-là, la quantité initiale de steak moins Xmax doit être égale à 0. Ce qui voudrait dire que Xmax vaut finalement 107. Et il serait possible de faire 107 cheeseburgers avant que les steaks soient entièrement consommés. Troisième et dernière hypothèse, le fromage vient à manquer en premier. Dans ce cas-là, c'est NIF moins 3Xmax qui vaut 0. Et en résolvant cette équation, nous aurions Xmax qui serait égal à NIF divisé par 3, donc 312 divisé par 3, ce qui nous donnerait 104. On pourrait donc faire 104 cheeseburgers avant que le fromage vienne à manquer. Autrement dit, ce que l'on vient de vérifier à travers ces 3 hypothèses, c'est que avec les tranches de pain, on peut faire 108 burgers, mais avec les steaks, on peut en faire que 107, et avec le fromage, on ne peut en faire que 104. Donc finalement, nous allons pouvoir former 104 burgers, et notre Xmax, il vaut bien 104. L'idée, c'est donc de vérifier la valeur que prendrait Xmax pour chacune des hypothèses, et de retenir la plus petite valeur. Dans notre exemple, nous retenons donc 104 comme valeur pour Xmax, ce qui va nous permettre par la suite de remplir la dernière ligne de notre tableau d'avancement et récupérer toutes les informations importantes. Déjà, puisque Xmax vaut 104, à la fin, il restera 0 fromage. C'est lui le réactif limitant, comme nous venons de le voir. Et comme lors de chaque transformation, nous formons un burger, puisque le nombre stoichiométrique devant notre produit il est égal à 1, la quantité de produit formé sera égale à Xmax. On peut donc dire qu'on aura produit 104 cheeseburgers vegan. Enfin, pour les autres réactifs concernant le pain, il en restera 216 moins 2 fois Xmax, donc 216 moins 2 fois 104, il va rester 8 tranches de pain. Et pour les steaks, vu que Xmax vaut 104, nous avons 107 moins 104 qui est égal à 3, et il nous reste à la fin de la transformation 3 steaks. Voilà pour le remplissage du tableau d'avancement, où il faudra bien remplir à chaque fois 3 lignes pour que ce soit fait correctement. La première d'entre elles, il faudra utiliser les données de l'énoncé ou de votre expérience pour noter les quantités initiales pour chacun des réactifs. Sans oublier que la transformation n'ayant pas encore commencé, à cet état, il faut inscrire la quantité 0 pour les produits formés. À la deuxième ligne, on remplit l'état intermédiaire pour un avancement X qui peut correspondre à n'importe quel instant qui ne soit pas ni le début ni la fin de la transformation. Il faut alors soustraire à la quantité initiale d'un réactif l'avancement X multiplié par le coefficient stoichiométrique de ce réactif. Et à ce moment-là, si on obtient un produit par transformation, la quantité formée de produits vaudra X. Si on obtient 2 produits par transformation, alors la quantité formée sera de 2X, etc. Nous remplirons finalement la dernière ligne de la même manière que la seconde, avec Xmax à la place de X. Et on laisse un petit peu plus d'espace dans cette ligne pour venir mettre nos résultats à la fin. On va alors poser des hypothèses à côté du tableau pour pouvoir voir quelle est la plus petite valeur que va venir prendre Xmax. Et la valeur la plus faible trouvée parmi ces hypothèses sera retenue
comme véritable valeur de l'avancement maximal. Et elle sera alors utilisée pour calculer les quantités de matière restantes pour les réactifs en excès, ainsi que la quantité de produits formés. J'espère que vous avez bien compris comment on remplit un tableau d'avancement. Nous allons repasser à un exemple un peu plus classique avec des éléments chimiques qui vont réagir ensemble pour former des produits. Reprenons par exemple la réaction entre le cuivre métallique qui réagit avec les ions argent qui sont contenus dans la solution de nitrate d'argent. On va ici faire réagir 32 millimoles de cuivre avec 46 millimoles d'ion argent. Alors, petite remarque ici, au lieu de vous donner directement les quantités de matière en mol ou en millimoles, on pourrait, dans la première question d'un exercice, vous demander de calculer ces quantités de matière en vous disant simplement que le fil de cuivre utilisé, il pèse par exemple 2 grammes, étant donné que c'est en fait quelque chose que nous venons de voir dans le chapitre précédent. Et si l'exercice est très complet, on pourrait même vous demander dans une deuxième question de trouver quelle est l'équation de transformation qui correspond à cette réaction d'oxydoréduction. Ceci à partir des couples redox qui vous seraient donnés dans l'énoncé, puisque c'est aussi quelque chose que nous venons de voir dans ce chapitre. Mais admettons qu'on nous donne directement les quantités de matière initiale des réactifs, ainsi que l'équation de transformation chimique. Exercice donc simple sur les tableaux d'avancement uniquement. Lorsqu'on a les quantités de matière initiale des réactifs, on peut les mettre directement dans le tableau. Ici nous avons 46 millimoles pour les ions argent et 32 millimoles pour le cuivre métallique. Et alors plutôt que de réécrire l'unité de nos quantités de matière à chaque fois, ce qui peut être plus intéressant, c'est de venir ajouter une ligne en haut de notre tableau pour dire quelle est l'unité que nous allons utiliser dans tout le tableau. Dans notre exemple, nous utiliserons les millimoles comme unité. Et donc pour l'état initial de notre transformation, nous avons mis les quantités initiales des réactifs. Il ne faut pas oublier de mettre à 0 les produits, puisque à cet instant, il ne s'est encore formé aucun atome d'argent ni aucun ion cuivre 2. Passons maintenant à l'état intermédiaire, n'importe quel moment de la transformation qui soit ni le début ni la fin. L'avancement ici, il vaut x, et à cette étape, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est appliquer la méthode. Pour les réactifs, il faut soustraire à la quantité initiale l'avancement fois le coefficient stoichiométrique du réactif. Donc pour les ions argent, la quantité de matière initiale c'est 46 millimoles. On doit retirer l'avancement, donc x, fois le coefficient stoichiométrique qui pour les ions argent vaut 2, comme on peut le voir dans l'équation de transformation. Et pour le cuivre métallique, nous aurons 32 millimoles moins x, puisque la quantité initiale de cuivre métallique c'est 32 millimoles et qu'on doit retirer x fois le nombre stoichiométrique, le nombre stoichiométrique du cuivre étant de 1, puisqu'il y a un seul atome de cuivre qui est consommé lors de chaque transformation. Quant à la quantité de matière de produit formé pour une étape intermédiaire, elle vaut la valeur de l'avancement, donc x, multiplié par le nombre stoichiométrique du produit. Donc pour l'argent métallique, nous allons avoir à cet instant 2 fois x, puisqu'il y a 2 atomes d'argent qui sont formés lors de chacune des transformations, comme nous l'indique l'équation de transformation. Et pour les ions cuivre 2 qui vont venir donner la teinte bleutée à la solution, il y en a pour l'état intermédiaire une quantité x tout simplement, puisqu'un seul ion cuivre est produit à chacune des transformations. Passons à la dernière ligne, celle qui nous intéresse réellement, celle de l'état final. Et n'oublions pas de laisser un grand espace pour pouvoir mettre à la fois l'expression littérale des calculs ainsi que les résultats. Pour l'expression littérale des calculs, il suffit en fait de recopier ce que nous avions à la seconde ligne et de remplacer x par x max. Nous avons donc pour les ions argent 46 moins 2x max, pour le cuivre 32 moins x max, et pour les produits nous avons 2x max pour l'argent métallique, ainsi que x max pour les ions Cu2+, à l'état aqueux. Il est venu pour nous le moment de poser les hypothèses pour découvrir quel va être notre réactif limitant. Première hypothèse, les ions Ag+ sont limitants. Ce sont eux qui vont disparaître en premier, ce qui voudrait dire que 46 moins 2x max est égal à 0. Et cela voudrait finalement dire que x max vaudrait 46 divisé par 2, autrement dit, x max vaudrait 23 millimoles, puisque les valeurs de nos tableaux sont en millimoles, si les ions Ag+ sont limitants. Deuxième hypothèse, le fil de cuivre est consommé entièrement. Les atomes de cuivre sont limitants et disparaissent en premier. Dans ce cas, nous aurions 32 millimoles moins x max qui vaut 0.
Autrement dit, Xmax vaudrait 32 millimoles. Et du coup, comme nous l'avions fait avec les burgers, nous allons retenir la plus faible valeur trouvée pour Xmax. Ici, 23 millimoles. Xmax est donc égal à 23 millimoles. Lorsque l'avancement atteint sa valeur maximale, 23 millimoles, tous les ions Ag+ ont disparu. Lorsque Xmax vaut 23 millimoles, la quantité d'ions Ag+ est tombée à 0. Cette valeur de Xmax va aussi nous permettre de calculer la quantité restante pour les réactifs en excès, en l'occurrence les atomes de cuivre. En effet, lorsque Xmax vaut 23 millimoles, il reste 32 moins 23, soit 9 millimoles d'atomes de cuivre. Intéressons-nous à présent aux produits de la transformation, et notamment à l'argent métallique, ayant formé l'arbre de Diane. Il y a finalement 2 fois Xmax, donc 2 fois 23 millimoles, puisque 2 atomes d'argent sont formés à chacune des transformations. Ça nous fait donc un total de 46 millimoles d'argent métallique produit. Enfin, n'oublions pas qu'ici nous avons un deuxième produit, les ions cuivre 2, qui donne la teinte bleutée à la solution. Il en aura été produit 23 millimoles, puisque le coefficient stoichiométrique de ces ions, il est de 1. Donc on a un ion Cu2+, qui est produit à chaque transformation. Voilà, nous avons terminé notre tableau d'avancement. On peut aisément lire les résultats à la dernière ligne. Les ions argent, ils ont complètement disparu, alors qu'il reste 9 millimoles de cuivre métallique. Et à travers cette transformation, nous avons réussi à produire 46 millimoles d'argent métallique, ainsi que 23 millimoles d'ion cuivre 2. Petite remarque pour terminer cette partie, en fonction des quantités de matière initiale des réactifs, que l'on vient de changer sur cette slide, lorsque nous allons calculer la valeur de Xmax au travers de nos différentes hypothèses, on va pouvoir parfois trouver la même valeur de Xmax pour chacun des réactifs. Donc ça va vouloir dire qu'ils vont disparaître en même temps. C'est d'ailleurs pas forcément une mauvaise chose, c'est ce qu'on peut chercher à faire, comme en cuisine, si on reprend notre exemple des burgers préparés pour un événement. Si on veut en fabriquer exactement 104, avec 3 tranches de fromage vegan, un steak vegan et 2 tranches de pain, ça va être intéressant d'acheter exactement 208 tranches de pain, 104 steaks et 312 fromages pour avoir la même valeur de Xmax et finalement à la fin avoir tout consommé. Et ce qu'on a fait ici en prenant initialement 3 fromages pour un seul steak et pour 2 pains, et bien en fait on a pris les ingrédients en proportion stoichiométrique. On dira en chimie que le mélange initial, le mélange réactionnel, c'est un mélange stoichiométrique. Et pour notre exemple chimique, où on veut fabriquer de l'argent métallique à partir de cuivre métallique et d'une solution de nitrate d'argent, il va nous falloir 2 fois plus d'ion argent que d'atomes de cuivre, puisque pour chaque transformation, on consomme 2 ions Ag+ pour un atome de Cu. Donc si on prend 23 millimoles de cuivre et 46 millimoles d'ion argent, à la fin, eh bien, on aura tout consommé, il n'y aura pas eu de gâchis. Résumons un petit peu tout ce que nous venons de voir sur les tableaux d'avancement pour se faire une petite fiche de cours. Déjà, dans la première colonne du tableau, on va mettre l'avancement, que l'on note X, et qui est en réalité une quantité de matière qui va nous permettre de calculer l'évolution des quantités de matière, des produits et des réactifs. À la première ligne de notre tableau, l'avancement X, il est égal à 0. La réaction, elle n'a pas encore commencé, et il y a une certaine quantité de matière initiale de réactifs qui est donnée, tandis que la quantité de produit, elle est nulle. Deuxième ligne, la réaction a commencé, les réactifs vont diminuer, on va donc retirer une certaine quantité de matière pour les réactifs, et les produits vont augmenter, on va donc ajouter une certaine quantité de matière pour cela. Pour un réactif consommé, on retire à sa quantité de matière initiale l'avancement X fois son coefficient stoichiométrique. Et pour un produit formé, la quantité de matière qu'on va ajouter à 0, ce sera égal à l'avancement X fois le coefficient stoichiométrique du produit. Pour l'état final, qui concerne la dernière ligne de notre tableau, l'avancement il est à ce moment-là maximal. On trouvera la valeur de Xmax en formant des hypothèses à côté de notre tableau et on retiendra la plus petite valeur obtenue à travers ces hypothèses. Lors de l'état final, avec la valeur que nous avons trouvée pour Xmax, nous allons voir que la quantité de matière d'au moins un réactif est nulle. D'ailleurs, la valeur de Xmax va aussi nous permettre de trouver la quantité de matière restante s'il y a des réactifs en excès.
Et dans certains cas, lorsque la valeur de Xmax est la même à travers toutes les hypothèses formées, cela signifie que la quantité de matière elle va être nulle pour chacun des réactifs à l'état final. Et alors on est dans le cas du mélange stoichiométrique, ce qui est plutôt une bonne chose pour éviter de gâcher du matériel. Enfin, lors de cet état final, on va aussi pouvoir calculer la quantité de produit formé lors de la réaction en multipliant la valeur de Xmax par le coefficient stoichiométrique du produit en question. Nous allons voir à présent le cas particulier des réactions non totales. Pour comprendre ce que c'est qu'une réaction non totale, il faut déjà définir ce que c'est qu'une réaction totale. Alors une réaction, elle est dite totale si au moins un des réactifs il est entièrement consommé. Alors ça, c'est le cas dans tout ce que nous avons vu à travers nos tableaux d'avancement. Que ce soit le cas du mélange stoichiométrique, où nous avions plusieurs réactifs limitants, ou même dans le cas où nous avons un seul réactif limitant, un réactif qui va se consommer plus vite que les autres. À partir du moment où au moins un des réactifs il disparaît entièrement, et que c'est ce qui met fin à la transformation, on dit que la réaction elle a été totale, autrement dit qu'elle est allée au bout de là où elle pouvait aller. Et c'est ce qui va nous permettre de calculer un avancement maximal Xmax, qui nous permet de prévoir la quantité de matière formée en théorie. Mais parfois, souvent même, nous allons avoir des réactions qui seront dites non totales, et qui vont s'arrêter avant que les réactifs disparaissent. Le système il arrive en fait à une sorte d'équilibre entre les produits et les réactifs qui fait que la réaction s'arrête d'elle-même. Et à ce moment-là, on va plus pouvoir utiliser le tableau d'avancement pour prédire ce qui va se passer. Pour une telle réaction qui s'arrête d'elle-même, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de réaliser l'expérience, puis de déterminer expérimentalement quelle va être la quantité de matière de produit formé, et on va appeler cette quantité de matière que l'on détermine donc expérimentalement l'avancement final. Donc cet avancement final que l'on notera XF, il est à ne pas confondre avec l'avancement maximal Xmax du tableau d'avancement, qui lui est calculé théoriquement. Alors parfois les réactions que nous allons étudier seront totales, les réactifs vont pouvoir se consommer jusqu'au bout, au moins jusqu'à ce que l'un d'entre eux disparaisse, et alors l'avancement final que l'on trouve expérimentalement, il sera égal à l'avancement maximal calculé théoriquement. XF est égal à Xmax dans le cas des réactions totales. Mais des fois, la nature va décider que la réaction s'arrête avant que les réactifs disparaissent. Et alors l'avancement final il sera inférieur à l'avancement maximal qui est obtenu dans le tableau d'avancement. Donc vous, en classe de première, ce que vous devez être capable de faire, c'est de calculer le Xmax théorique dans un tableau d'avancement, comme on vient de le voir dans la partie précédente du cours. Mais vous devez aussi savoir qu'une réaction ne va pas forcément aller jusqu'au bout. On peut par exemple vous dire, dans l'énoncé d'un exercice, qu'on parvient à former en pratique, à travers la transformation qu'on vient d'étudier précédemment, seulement 30 millimoles d'argent métallique. À ce moment-là, ça voudra dire que l'avancement final de la réaction, XF, il est de 15 millimoles, puisque 2 atomes d'argent sont formés à chaque transformation. On pourrait alors vous demander, dans ce cas-là, combien d'ions cuivre 2 sont formés. Si on a 30 millimoles d'argent métallique, nous avons alors formé 15 millimoles d'ions cuivre 2 à l'état aqueux, puisque 2 atomes d'argent sont formés pour 1 ion Cu2+. On pourrait aussi vous demander la quantité de matière de réactif qui reste à ce moment-là. Pour les ions Ag+, il y en avait 46 millimoles, moins 2 fois XF, ça nous fait moins 30. Il reste 16 millimoles d'ions Ag+. On a bien consommé 30 millimoles d'ions argent. Pour les atomes de cuivre, il en restera 32 millimoles moins 15 millimoles, ça fait 17 millimoles. Pas de réactif limitant ici, la réaction s'est arrêtée d'elle-même une fois que nous avions consommé 30 millimoles d'ions argent et 15 millimoles d'atomes de cuivre. Une dernière chose qu'on pourrait vous demander, pour vérifier que vous avez bien compris la différence entre un avancement maximal et un avancement final, eh bien c'est de calculer le rendement de la réaction. Donc le rendement, c'est en quelque sorte ce qu'on obtient par rapport à ce que l'on aurait pu obtenir. C'est pour cela que pour le calculer, on va diviser XF, ce que l'on obtient en pratique, par Xmax, ce que l'on aurait dû obtenir en théorie. Ou pour notre exemple, où nous avons réussi à former 30 millimoles d'argent, alors qu'on aurait pu en espérer 46 millimoles,
eh bien on obtiendrait une valeur de 0,65, ce qui nous donnerait un rendement de 65%. Voilà pour l'avancement final. Alors l'essentiel de cette leçon en première spécialité, ça consiste vraiment à savoir remplir un tableau d'avancement et à déterminer la valeur de Xmax. Mais vous devez tout de même savoir qu'il existe un avancement final XF qui peut être différent de la théorie et qui s'obtient expérimentalement.